concrète d'optimiser le parc automobile déjà existant qu'on a au Québec. Donc, c'est un incontournable un peu dans nos options de mobilité, les alternatives qu'on a à l'auto-solo. Donc, on va explorer ça un petit peu aujourd'hui avec le panel, qui ont comme des solutions un peu similaires, mais différentes aussi quand même. On a essayé d'avoir une variété sur le panel. Je vais commencer par la présentation générale des panélistes. Donc, on a Alexandre Legault, qui ne sont pas assis dans l'autre que je l'avais écrit sur mon papier, ça va être mêlant. Alexandre Legault, qui est un étudiant à la maîtrise en aménagement du territoire. Il est basé dans le canton de l'Est. Il a lancé le projet Caravane en tant que citoyen. Il a participé à plusieurs initiatives visant ici les liens avec les communautés et le territoire. Merci d'avoir fait la route avec ta collègue Patricia Lefebvre, qui est assise aussi dans la salle. Elle connaît aussi très bien le projet Caravane, donc si jamais vous avez des questions, on a gardé juste Alexandre pour le panel, mais Patricia est tout à fait capable de répondre à vos questions au sujet du projet Caravane pendant 5 à 7 un peu plus tard. Je vous présente également Bertrand Gélinas. Depuis bientôt 10 ans, Bertrand dirige le projet de recherche et d'expérimentation visant à identifier les leviers les plus efficaces pour induire des changements de comportement. Porte d'une expérience principalement axée sur l'intelligence d'affaires au sein de grandes entreprises. Il possède une expertise approfondie des écosystèmes de données liés à la mobilité. À travers des solutions telles que Sherbrooke, Greenplay social et Avon Covoiturage, Bertrand facilite et rend accessible la transition écologique pour les citoyens, les entreprises et les gouvernements. De plus, Bertrand est également un fier fournisseur chez Mobilité pour l'application du défi sans auto-solo dont plusieurs vedettes ont entendu parler, qui a lieu à tous les mois de septembre à chaque année. Enfin, Louis-Philippe Tessier est un urbaniste spécialisé en mobilité durable. Après un séjour de 7 ans en Suisse où il a débuté son emploi chez Mobilité, il est revenu à Montréal en 2019 pour poursuivre à titre de directeur opérationnel de la succursale canadienne de l'entreprise. Il se consacre principalement au développement et au déploiement de la plateforme Fairmove, qui permet notamment d'organiser le covoiturage, mais qui touche à plusieurs autres thématiques sur la mobilité durable et collabore avec nous dans plusieurs de nos événements et de projets comme on en discutait il y a quelques secondes. Donc, merci d'être là. Je vais commencer avec une première question pour lancer un peu le... Ah non, en fait, désolé, je vais vous laisser quelques minutes pour vous présenter chacun avec vos projets respectifs, peut-être aller dans le détail où je suis allé rapidement. Donc, Bertrand. C'est moi, merci. Merci. Bonjour tout le monde. OK, super. Écoutez, Bertrand Gélinas, je suis content d'être là aujourd'hui. Comme je dis toujours aux gens de la mobilité, s'il y a quelque chose à Québec, moi, je vais être là parce que j'ai pas besoin de char pour aller à Montréal. J'ai pas besoin de prendre mon char pour aller à Montréal. Fait que, oui, en fait, là, moi j'habite à Québec. On a travaillé là, depuis 2016 à mettre en place des solutions de mobilité durable, mais c'est des solutions innovantes pour favoriser les changements de comportement. Une des premières solutions qui a été mise en place, c'est vraiment avec les tout récents centres de réseaux. Les centres d'expertise en mobilité. Avec le défi sans auto-solo, ça a vraiment été quelque chose qui nous a permis d'avancer beaucoup. Vraiment, c'est une solution qui permet de récompenser avec la ludifier. Ça, c'est parce que je trouve que je dois avancer ça. OK. C'est assez pour que tu arrêtes de parler. Non, fait que c'est vraiment une solution qui implique la ludification, donc des récompenses, des jeux pour favoriser les changements de comportement. Fait que nous, on a vraiment beaucoup misé là-dessus à travers le temps. Ça nous a permis d'avoir des solutions qui sont maintenant utilisées partout au Québec, et même à Sherbrooke et à Longueuil. Puis tout récemment, on a développé également notre solution de covoiturage qui mise aussi sur des éléments de motivation intrinsèque et extrinsèque avec des récompenses et qui c'est une innovation en termes de matchmaking pour les utilisateurs. Bonjour, Alexandre Legault du projet Caravane. Le projet Caravane, c'est un petit projet pilote qu'on a mené dans les cantons de l'Est, dans les Massif-Montmassicouas en 2022. C'est un projet qui est en réflexion depuis longtemps, qu'on a décidé qu'on a déployé en 2022 suite à l'interruption initiale en 2020. Je m'entends beaucoup. Donc, voilà,
voilà, le projet Caravane, c'est un projet de revitalisation de la culture du pouce ou de développement de la culture du covoiturage spontané. Rapidement, le concept, avec un minuscule budget, on a imprimé des pancartes, on a fait un peu de l'urbanisme actif. Je pense qu'on pourrait dire qu'on a posé des pancartes un peu partout à des endroits stratégiques dans notre MRC pour encourager les gens à se déplacer en covoiturage spontané. On les invitait ensuite à remplir un formulaire suite à leur déplacement pour nous donner un peu de rétroaction sur comment ça s'était passé, c'était quoi les temps d'attente. Et les résultats étaient très intéressants. Là, sur la période de l'été en 2022, on a enregistré une cinquantaine de déplacements. Le temps moyen d'attente, c'était 5 minutes. Donc, c'était très, très, très intéressant. Les gens ont vraiment apprécié l'expérience. Et puis, voilà. Donc, ça a été peut-être ce qui est sorti le plus important de ce projet-là. Deux choses, en fait, là, que j'ai beaucoup apprécié. Les gens appréciaient de se déplacer, de faire du covoiturage spontané pour l'expérience que ça leur faisait vivre dans cette journée-là, de rencontrer des gens qui n'auraient pas nécessairement croisé dans la journée, puis les discussions que ça pouvait engendrer. Je pense que pour le social, c'était très intéressant. Puis ensuite, ça a suscité énormément d'intérêt médiatique, à la fois dans la région que, honnêtement, partout ailleurs au Québec, là encore en ce moment, ma présence ici aujourd'hui, mais je reçois des appels de journalistes ou d'organisations, de citoyens un peu partout au Québec qui veulent entendre parler de cette expérience-là. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ça. Et voilà, peut-être ce que je n'ai pas mentionné, c'est que c'était inspiré notamment de Réseau Pouce qui s'est développé dans la dernière décennie, dont Patricia fait mention il y a de cela plusieurs années. Puis quand même beaucoup de défis pour la suite de ce projet-là. Pour l'instant, on explore un peu c'est quoi les options dans le futur. Mais c'est sûr que les enjeux liés à la perception de la sécurité, ce mode de déplacement-là est un obstacle quand même important pour les usagers qui font un premier déplacement comme ça, mais généralement, lorsque les gens le font par la suite, ils sont assez enclins à le refaire. En fait, c'est ce que nous ont démontré. Ensuite, sinon, le plus gros défi, c'est le recrutement de passagers. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler amplement, on en parlé un petit peu tantôt, mais le changement de comportement. Moi, le premier, je l'ai utilisé beaucoup, ce mode de déplacement-là, mais ma voiture est dans ma cour, le matin pour aller travailler. Ça me prenait 2 minutes de plus de me rendre au travail sur le pouce. C'était rare que j'allais sur le pouce, il faut que je l'admette. Donc, voilà. C'est pas mal ça pour le projet. Merci déjà pour l'invitation, encore une fois, toujours content en fait, de participer à vos activités, c'est bien le fun. Moi c'est Philippe, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Mobilité, une entreprise qui est suisse, donc une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années à peu près. Ça fait une dizaine d'années en fait que moi je travaille pour eux, et puis maintenant en fait on a une succursale à Montréal depuis 2022 avec quelques clients. Et puis, il y a 2 projets en fait en lien avec le covoiturage sur lequel je viens aujourd'hui. Donc, le premier en fait, c'est la plateforme Fermove. Le deuxième en fait, c'est un projet de coordination qu'on a suivi en fait pendant une dizaine d'années. En fait, c'est le projet de covoiturage dans l'arc Jurassien, puis je vais y revenir. Donc, Fermove en fait, c'est une plateforme en ligne qu'on a développée il y a une dizaine d'années à peu près. C'est une plateforme qui n'est pas juste pour le covoiturage. Donc, Mathieu l'a mentionné, c'est aussi une plateforme. En fait, c'est une plateforme de gestion de la mobilité. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est une plateforme qui permet de gérer beaucoup plus, en fait, que juste le covoiturage. C'est aussi les places de stationnement, ça permet de pouvoir octroyer des incitations de mobilité alternatives, durables, etc. Ça permet de pouvoir gérer des actifs aussi, des ressources de l'entreprise, comme par exemple des places de stationnement, des bureaux, etc. Donc, ça permet vraiment à l'employeur et aux employés, en fait, de vraiment gérer la mobilité au sein de l'entreprise et puis permettre aux gens de pouvoir planifier un peu leur trajet au jour le jour ou même à l'avance. On a développé en fait cette plateforme-là de manière organique, c'est-à-dire que vraiment c'est nos clients qui nous ont demandé de le développer il y a une dizaine d'années. Donc ça s'est vraiment fait en fait basé sur les besoins clientèle et aussi l'expertise d'experts dans le milieu de la mobilité durable. Puis aujourd'hui en fait ça fait encore une fois c'est une dizaine d'années, on continue en fait de la développer. On est propriétaire à 100% de la plateforme, donc ça nous permet de pouvoir rajouter continuellement des modules dedans. Un exemple en fait qu'on a rajouté en début d'année passée, c'était ce qu'on appelle le budget de mobilité durable, qui est vraiment en ce moment de plus en plus utilisé en Europe en ce moment, et qui commence à arriver aussi ici, qui permet en fait de vraiment inciter les gens à expérimenter justement des nouveaux modes de transport pour faire écho à l'expérimentation qu'il y avait dans la présentation Frédéric tout à l'heure. Deuxième projet en fait, l'Arc Jurassien, je vais essayer de faire ça un petit peu court, mais l'Arc Jurassien en fait c'est une région
dans le nord-ouest de la Suisse, à la limite entre la Suisse et la France. Et puis c'est une région très montagneuse, pas beaucoup en fait de transport public justement, mais avec une région avec énormément en fait d'entreprises, beaucoup de personnes en fait qui travaillent et justement en fait des enjeux en fait de déplacement. Donc il y a une dizaine d'années en fait on a été mandaté pour trouver une solution, puis finalement en fait ça a été le covoiturage sur lequel on a décidé de miser. Et puis là-dedans en fait on est impliqué avec autant des acteurs gouvernementaux que aussi des acteurs publics, donc des entreprises aussi. Et puis, ça fait justement une dizaine d'années que ça existe. Il y a 18 partenaires en France et en Suisse. C'est 70 entreprises, c'est 40 000 personnes à peu près employées qui sont impliquées dans tout le dispositif de covoiturage. Dans les résultats, en fait, puis je fais de la main avec ça, on a doublé en fait la part de covoiturage depuis le début du projet. Donc ça a vraiment très bien fonctionné. Puis ça, c'est vraiment la moyenne. Il y a certains endroits où c'est beaucoup plus que d'autres. Il y a des économies qui ont été réalisées d'à peu près 3 800 $ par personne par année pour les personnes qui en faisaient partie. Il y a 1,1 tonne de CO2 qui ont été économisées par personne par le projet à chaque année aussi. Et puis, deux dernières informations qui sont pas mal importantes. On parlait de coûts en fait tout à l'heure. Ça coûte 316 $ à peu près pour aller chercher une nouvelle personne dans ce dispositif-là. Puis ça coûte 13 $ en fait pour maintenir le dispositif par personne et par année. Donc, juste pour dire en fait, que ça coûte vraiment pas cher par rapport à déployer un réseau ferroviaire, déployer de l'autobus, etc. Donc, vraiment un super beau projet en fait qui continue encore aujourd'hui. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais commencer avec une question très générale, puis je pense que vous en avez tous un peu glissé un mot, mais je vais vous laisser le temps de développer là-dessus. Donc, pourquoi avoir misé de départ dans vos solutions respectives de covoiturage? Pourquoi avoir misé sur le mode de transport du covoiturage spécifiquement ou d'autres modes de transport? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Moi, ça va être très rapide, mais c'était vraiment parce que je réalisais que c'était une question d'optimisation des ressources. Il y a juste trop de voitures en circulation, il y a juste des sièges vides qui sont en déplacement tout le temps. Puis j'avais un très jeune âge et j'avais constaté ça, puis ça me suit depuis ce temps-là. Ben, c'est un peu dans la même ordre d'idée. En fait, là, j'ai été dans une rencontre avec quelqu'un de la Ville de Montréal l'année passée, puis un des éléments qu'il m'avait dit, c'était, parce qu'on s'entend là, Montréal, c'est une île, il y a des ponts, c'est compliqué. Il disait tout le temps, ben, tu sais, on veut changer, on veut améliorer la fluidité pour les déplacements en dehors de la ville, jusqu'en dehors de la ville, puis en dehors de la ville, mais au final, la voiture va rester, puis on ne pourra pas modifier, on ne pourra pas changer la voiture, ça va tout le temps rester là, puis la seule façon qu'on peut remplacer la voiture, c'est dans la voiture. Fait que la seule façon qu'on peut encourager les gens à se déplacer et à utiliser moins leur voiture, c'est en rentrant dans une autre voiture. Fait que ça, c'était quelque chose qu'on ne réfléchit pas nécessairement tout le temps, puis qui nous avait apparu très, très pertinent à ce moment-là. Puis, c'est ça. Ouais. Même chose que. Mais en plus de ça, en fait, nous, on était aussi dans la perspective de pouvoir offrir, encore une fois, à nos clients, disons, un écosystème de solutions de transport durable. Donc, un peu, en fait, ce que Mobilité fait aussi. Donc, quand, justement, on fait un plan de gestion de déplacement, ben, les solutions, en fait, qu'on propose, c'est pas juste pour le transport actif, c'est pas juste pour la voiture, c'est pas juste pour le transport public, c'est un ensemble de mesures qu'on va mettre à disposition. Donc, nous, en fait, c'était une manière de pouvoir dire, ben, on a une plateforme dans laquelle les gens peuvent choisir quel mode de transport ils veulent utiliser pour des besoins qu'ils ont, des besoins personnels, des besoins professionnels, et puis, ben, selon la journée, selon la période de l'année, ils peuvent choisir le covoiturage si ça fait du sens pour eux. Merci. J'ai une question plus spécifique pour Alexandre. Dans le fond, moi, ce qui m'avait interpellé en premier lieu sur le projet Caravane, c'est que c'est en quelque sorte un bon vieux, le retour au bon vieux système du pouce que les gens utilisaient auparavant, mais peut-être une habitude qui s'est perdue au fil du temps. Donc, je me demandais, Bertrand et Louis-Philippe ont des solutions technologiques peut-être un peu plus complexes, mais c'est quoi, selon toi, les avantages d'avoir misé sur une solution peut-être un peu plus simple ou un peu plus retour aux sources, si on veut? Ouais, c'est très léger comme système. Ça cache pas. Ben ça, je trouve ça fabuleux. En fait, pour moi, ça s'inscrit en fait vraiment dans une démarche de décroissance, je pense, à la fois en termes d'infrastructure que d'administration, de gestion en arrière de tout ça. Ça s'opère un petit peu tout seul, je pense, à partir du moment qu'il y a un minimum d'infrastructure, d'organisation qui a été mise en place.
Donc, je trouvais ça assez séduisant parce que j'avais de la misère à voir comment dans ma région, donc dans la MRC de Ronde-Missisquoi, qui ressemble un peu ici, comme on l'a mentionné tantôt, on allait mettre en place des lignes d'autobus ou des navettes ou je sais pas quoi. Alors voilà, je pense que c'était comme la solution rapide, efficace, que tout était déjà en place. Puis en fait, même dans les raids de pouces que j'ai fait, je trouvais ça intéressant d'avoir des personnes plus âgées qui m'embarquaient et qui me disaient « Dans le temps, on se déplaçait comme ça aussi. » Et là, je me disais « Ouais, c'est bon. Ben, je comprends. » Mais là, tout le monde a une auto, fait que là, tout le monde prend son auto. Il faut les encourager à faire du autre. C'est ça, puis on disait c'est comme un retour au système de pouce, mais c'est vraiment le fait d'avoir des pancartes, des lieux comme identifiés, comme étant ici, vous pouvez faire du covoiturage, peut-être quelque chose, c'est la seule chose un peu plus encadrée peut-être que ça, mais je me souviens pas de tous les détails, mettons, ça se gérait avec un formulaire Google Form, c'était pas quelque chose d'hyper complexe, là, puis ça a quand même fonctionné. Ouais, je suis peut-être passé vite un petit peu, je peux donner un peu plus de détails, là, mais c'est ça, donc il y avait des pancartes à des endroits qu'on avait identifiés qui étaient stratégiques pour se faire embarquer parce que ça allait dans une direction qui était évidente. Donc si tu faisais du tour à cet endroit-là, ben, les gens s'en allaient vers le prochain village. Il y avait des bonnes chances qu'ils puissent se déposer au prochain village. Puis ensuite, c'est ça, on encourageait les gens à remplir un Google Form. On avait mis un code QR sur nos pancartes. Ça expliquait, donc on faisait un peu d'accompagnement, mais très passif. On donnait des bonnes habitudes, des bonnes pratiques de pouce, c'est quoi nos arrêts sont répertoriés. Puis une fois que vous avez fait un déplacement, merci de remplir le formulaire, nous dire vous êtes fait embarquer ou combien de temps vous avez attendu, comment vous avez apprécié votre expérience. Donc, ça c'était pour la phase expérimentale, au sens où ça nous permettait de collecter un peu les données sur comment ça se passe. Après ça, juste mettre des pancartes puis encourager les gens à faire du pouce, c'est assez low-tech. Merci. Bertrand, ça nous est arrivé à quelques occasions de jaser covoiturage ici, dans les événements. Donc, un sujet qui revient souvent, c'est la question de la masculinité dans le projet de covoiturage, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'utilisateurs pour que le système de covoiturage vive un peu de lui-même. Puis, je me demandais si tu avais peut-être des pistes de réflexion à nous donner sur comment on calcule cette masse d'utilisateurs-là, puis l'importance que toi tu lui accordes dans tes projets. Ben, c'est certain que tu me dis puis sérieusement, tout le monde dans ça. Je veux dire, hey, on a ça assez, combien il en faut, on fait un projet, on fait pas de projet, tu as assez de monde. Tu sais, ça, là, c'est tellement quelque chose qu'on veut parce que nous, on aime ça avoir des données. Je dis nous, mais nous, les organisations, on aime ça avoir des données, on aime ça que ça parle, puis on aime ça pouvoir aussi rendre des comptes. Hein, parce qu'on dit, bon, ben là, on fait un projet qui a peut-être des chances de ne pas réussir. En termes de nombre d'utilisateurs, c'est jamais pareil d'une organisation à une autre parce que, ben, vous le savez, là, chacune des organisations ou des régions, des MRC vont avoir des stades de maturité différents en termes de développement durable, mobilité durable. Si on parle, par exemple, d'une shop manufacturière, on fait une forme du bois, puis après ça, tu leur dis, ben, hey, ça t'a dû faire du covoiturage, et ils vont te regarder, ils vont dire, covoit quoi? Fait que, tu sais, il y en a que ça fonctionnera juste pas, puis ça fonctionnera peut-être même jamais. Okay? Fait que, pour celle-là, je te dirais, si tu veux que ça fonctionne vraiment, il faut vraiment falloir que ça soit une extrêmement grosse entreprise, parce que, là, je te parle d'un contexte d'entreprise, par exemple, parce que il va y avoir un très faible pourcentage d'utilisateurs qui vont juste être réceptifs à ce type de mobilité-là. Maintenant, si tu me dis, mettons, de manière générale, qu'est-ce qui peut fonctionner, c'est sûr que dans les grandes organisations, ça a plus de tendance à fonctionner. Puis les plus petites organisations, ce qui va être efficace, ça va être de coupler les systèmes pour que plusieurs organisations puissent covoiturer les unes avec les autres. Par exemple, dans le cas de parcs technologiques, parcs industriels. Mais généralement, là, il y a comme un genre de nombre d'employés minimum que je dirais qui est autour d'une centaine. Puis pourquoi autour d'une centaine? C'est parce qu'en bas de 100, tout le monde se connaît. Fait que là, implanter un système de covoiturage, je te dirais que les investissements veulent moins la chandelle peut-être, mais pas du tout, mais moins. Parce que, bon, tu connais ton voisin, tu l'avais pas ce qu'il habite, puis bon, fait après ça, de mettre en place des initiatives, oui, de mettre en place par exemple, des solutions pour favoriser le covoiturage, comme par exemple un autre ou un autre,
ben, là, je te dirais que ça demande peut-être une petite centaine d'employés. Puis après ça, ben, même à 100, je te dirais que ça commence à être. C'est beaucoup. Après ça, ben, c'est de faire des ententes avec, par exemple, des mêmes entreprises qui sont dans le même, par exemple, le centre-ville, des parcs techno, dans la même MRC, même à la limite, dans la même ville, si c'est pas une ville trop grande. Ça permet d'avoir de générer de manière virtuelle des générateurs de déplacement, puis après ça, que les personnes puissent faire des covoiturages de manière peut-être aller porter quelqu'un sur son chemin. Fait que un nombre parfait, il n'y en a pas, je pense, mais je te dirais qu'en bas d'une centaine, c'est difficile, on va dire ça comme ça. Parfait, merci. Puis c'est sûr, tu as abordé un petit peu, c'est ça, les limites, parce qu'en fait, c'est ce qu'on met de l'avant aussi dans la plateforme de covoiturage, c'est qu'on se cache pas les yeux non plus, c'est que le covoiturage, c'est une solution, c'est une alternative, mais ça représente aussi certaines limites. Je vais lancer la balle à Louis-Philippe. Lors des présentations, je me souviens pas, je t'ai quand même entendu quelques fois, mais tu abordes des fois les pièges peut-être à éviter ou les perceptions en lien avec le covoiturage. Par exemple, c'est pas une solution mur à mur où il y a des formes de sweet spot en termes de distance à parcourir pour obtenir une certaine rentabilité. Je ne sais pas si tu voudrais développer aussi là-dessus. Alors, pour les pièges, en fait, il y en a plusieurs, très franchement. Ça dépend en fait de à qui on parle et tout, mais moi ce que je vois en fait souvent ici par exemple, c'est que les clients en fait, que j'ai ici, avec qui on fait du covoiturage, souvent en fait viennent me voir et me disent qu'on a besoin d'une solution informatique. Ok, fine, c'est une bonne chose, en fait, ça permet aux gens de pouvoir se retrouver, etc. Plutôt bien. Mais souvent, en fait, le discours en fait, que nous on adopte, ce qu'on essaye en fait, de vraiment marteler comme message, c'est que le covoiturage, c'est peut-être plus complexe, pas compliqué, mais plus complexe en fait, que ce qu'on peut penser. Donc c'est plus en fait que juste une plateforme à mettre à disposition, mais c'est aussi des éléments complémentaires. Donc une stratégie de communication, avoir des incitatifs, avoir aussi en fait des restrictions en fait, qui viennent s'imposer en fait, sur les usagers. Puis là je parle vraiment strictement dans un environnement un petit peu plus fermé, dans le sens un environnement pour les entreprises, donc des employés d'entreprise. Pour le covoiturage en fait grand public, je pense que ça c'est autre chose. Puis très franchement en fait, moi j'ai pas vraiment d'expertise encore là-dedans. Donc peut-être que je lui laisserai la parole peut-être plus sur cette question-là, peut-être plus de connaissances sur le sujet. Mais dans notre cas en fait, pour les entreprises, c'est un environnement qui est fermé dans lequel il faut mettre de l'effort. Donc il faut croire déjà beaucoup dans le projet. Le projet d'Age Jackson dont je parlais tout à l'heure, un des facteurs de succès en fait, qui a vraiment fait en sorte que ça fonctionne, c'est qu'on avait des champions en fait, dès le départ. Il y avait des entreprises en fait, pas beaucoup, il y en avait peut-être je pense 2 ou 3, qui ont dit nous on y croit vraiment ce projet-là, puis on veut vraiment que ça fonctionne. On a eu la chance que c'était des entreprises qui étaient suffisamment grandes et aussi qui avaient suffisamment de moyens pour pouvoir participer à plusieurs niveaux en fait. Donc il y avait ça, plus les acteurs publics étaient vraiment impliqués des deux côtés de la frontière, donc français et du côté suisse. Donc ça a vraiment en fait donné le coup d'envoi pour que d'autres entreprises ensuite de ça embarquent et décident d'inciter en fait les gens à faire du covoiturage. Donc on peut penser par exemple souvent en fait qu'il faut simplement en fait avoir un incitatif financier puis que ça va suffire, puis c'est vrai en fait que ça peut aider au début, mais souvent en fait l'incitatif financier ça ne dure pas très longtemps. De un, donc chez les gens en fait on va obtenir un incitatif financier puis après ensuite de ça ça ne va pas vraiment perdurer ou nous faire changer nos valeurs ou quoi que ce soit. Et puis l'autre aspect des incitatifs financiers c'est qu'il faut qu'on puisse continuer en fait de le donner sur le long terme pour que ça puisse continuer d'inciter les gens à covoiturer. Mais de garder ça en fait à long terme, ça coûte super cher. Donc comment est-ce qu'on trouve une solution alternative pour essayer d'inciter les gens peut-être à vouloir continuer à covoiturer? Puis justement, c'est là que nous, on arrive avec un autre message qu'on dit, si vous voulez avoir un incitatif financier, ça c'est une bonne chose, mais vous devriez aussi considérer d'autres sortes d'incitatifs. Par exemple, le retour en cas d'imprévu. Par exemple, aussi au niveau du stationnement. Donc ça, c'est l'incitatif en fait que nous, on met de l'avant le plus possible, de dire aux entreprises, le stationnement, c'est votre levier d'action vraiment le plus puissant. Si vous faites en sorte en fait que les employés qui vont venir en covoiturage vont avoir une place de stationnement qui est garantie, qui est ouverte, qui est proche des entrées, qui va peut-être pas leur coûter d'argent, qui vont pouvoir en fait payer de manière collective,
vous allez faire en sorte en fait que vous leur donnez le petit bonbon en fait qu'ils veulent vraiment avoir, une place de stationnement confortable, etc. Puis, de l'autre côté, c'est de faire en sorte que les gens, les autres personnes qui viennent tout seuls, que ça soit plus difficile, tout simplement. Donc de dire ça va coûter de l'argent d'utiliser votre place de stationnement. Vous allez devoir passer à travers un processus de sélection avec des critères, etc. Puis juste de débalancer, de changer en fait le rapport de force. Donc peut-être une longue explication pour la question. Mais... Oui. Ben, c'est vraiment intéressant, puis c'est vrai, là, en fait, là, c'est que là-dedans, quand on parle des incitatifs, il y a généralement deux types d'incitatifs. C'est des incitatifs qui qui créent de la motivation intrinsèque, et les incitatifs qui créent de la motivation extrinsèque. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, d'avoir un bonbon, un bon stationnement, ainsi de suite, là, ou un montant d'argent, c'est une motivation extrinsèque. On te donne quelque chose, puis toi, ben, tant que tu vas l'avoir, tu vas continuer. T'sais. Mais la motivation intrinsèque, c'est la motivation qui va être générée par toi-même. C'est toi qui vas t'en rendre compte par toi, puis c'est toi qui vas te motiver à continuer à adhérer, à continuer à changer ton comportement, ou du moins continuer de le faire. Puis ça, ben, aussi, c'est un élément qu'on a vraiment adressé dans le sens où on est d'accord que le bonbon, puis ça, c'est excellent, je pense, pour inciter les gens à adhérer. Hey, ça, regarde, je vais te donner 10$, je vais te donner, bon, hey, oui, j'adhère, mais après ça, comme tu dis, ça coûte cher, parce que c'est pas toutes les organisations qui ont l'opportunité de se payer ça. Mais après ça, il y a nous, c'est ça qu'on met en place dans nos solutions aussi, c'est des incitatifs de motivation intrinsèque. C'est-à-dire, on gagne, puis là, il y a des gens que ça fonctionne, d'autres que ça fonctionne pas, mais par exemple, tu gagnes un badge, tu gagnes un point de vie, un point d'expérience, tu vois tes statistiques de gaz à effet de serre épargnés, tu vois, ok, j'ai économisé à peu près tant d'argent. Tu vas donner des statistiques qui permettent de dire, hey, tabarouette, ça va, t'as quoi finalement? Puis, crème, j'ai fait ça, oui, c'est fun, tu sais. J'ai gagné un badge, il y a un défi, je vais participer, c'est cool. Hey, l'autre, mon collègue à côté, il a le badge coureur sportif, je le veux aussi. Fait que tous ces éléments-là, c'est des éléments qui motivent sans avoir un cadeau provenant de l'extérieur. Puis ça te coûte pas rien. Fait que ça, c'est avantageux aussi dans notre certaine mesure. Merci. Pour continuer dans la liste de solutions, Alexandre, dans le fond, pour un milieu qui ressemble un peu au canton de l'Est et qui aimerait ça implanter le même genre de projet de covoiturage, est-ce que tu aurais des conseils maintenant que vous avez vu une première phase, peut-être sur les choses que vous avez faites différemment ou les choses sur lesquelles tu as un peu plus de perspective maintenant? Disons dans une formule comme celle qu'on a faite en 2022, très petit, peu d'infrastructure. D'abord, vous pouvez m'appeler ça pour faire plaisir d'en parler. Mais je pense que ça prend de l'argent en mobilisation, juste aller faire du démarchage sur le terrain. Nous, c'est ce qu'on a fait un peu au début. Honnêtement, on voulait sur de l'énergie bénévole, ça s'est essoufflé plus que ce qu'on aurait souhaité. Mais on a fait des focus groups, on a mobilisé des gens dans différents villages qui étaient sur nos tracés pour essayer de recruter des... En fait, c'est parce que ça, on voulait des données. On a recruté des volontaires, on leur a dit, s'il vous plaît, déplacez-vous sous le pouce cet été quelques fois. Essayez-le, vous allez voir, ça fait pas mal. Puis ça, on aurait pu le faire plus, puis dans plus de villages, on aurait pu déployer sur tout le territoire, puis l'expérience aurait juste été encore meilleure. Je pense, en tout cas, dans la formule très low-tech, ça prend vraiment quelqu'un qui est sur le terrain à mobiliser les gens pour l'essayer d'une fois. Parce que je pense qu'une fois qu'ils l'ont essayé, les gens sont vraiment prêts à le refaire pour ce qui est du covoiturage spontané, puis le covoiturage en général aussi, je crois. Fait que ça serait ça le principal réponse avec moi. Parfait, merci. Je voulais garder des moments aussi, s'il y a des questions de la salle pour monopoliser les panélistes non plus. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient poser des questions. Oui? J'ai plusieurs questions. C'est principalement pour Alexandre, dans le fond. Est-ce qu'on peut apporter le micro? Ah oui, bien sûr. Je parle Bon, donc je disais, j'avais comme plusieurs questions pour toi, Alexandre, parce que dans le fond, tu sais, Frédéric parlait tantôt de... Il y a beaucoup ce changement de mentalité, d'habitude. Puis, moi, personnellement, tu sais, c'est dans les films, j'ai vu que... Mais donc, quand tu voyages sur le coup, c'est souvent des tueurs en série, des choses comme ça. Personnellement, je ne pense pas que je le ferai un jour là. Mais ma question, c'est surtout de savoir pourquoi
dans Time RC, vous vous avez dit, bah, on veut aller pour du covoiturage avec un voyage sur le pouce en connaissant la réalité dans laquelle vous vivez aujourd'hui. Puis aussi, maintenant, vous avez une première phase en 2022. Fait que, tu sais, qu'est-ce que vous avez appris de ça? Puis est-ce qu'il y aurait éventuellement une phase 2? Et si phase 2 il y a, est-ce que justement vous pensez incorporer des choses comme c'est quoi la responsabilité des gens qui voyagent sur le pouce? Maintenant, il y en a un qui disparaît, puis on les pas vu. Qu'est-ce que vous avez appris ça? C'était une question, merci. C'est des bonnes questions, c'est des questions qu'on entend souvent quand même. Ben, c'est sûr que pourquoi le pouce, ben moi je dirais que ça m'est venu notamment parce que quand je suis retourné vivre dans les cantons de l'Est après mes études à Montréal, j'avais pas de voiture au début, puis quand la ligne d'autobus qui fait Montréal-Sherbrooke m'a déposé sur le bord de l'autoroute à 15 minutes de Granby, Bromont, de part et d'autre, sans offre de transport, ben ma seule option c'était de faire du pouce. Puis en fait, ça a été très rapidement. À plusieurs reprises, je me suis fait embarquer par la première voiture qui passait en moins d'une minute. C'était pour juste ce constat-là, pour moi, qui faisait que ça méritait qu'on s'y attarde. On voit comment peut-être on peut mettre en place un système qui ferait fonctionner un système de covoiturage spontané, juste parce que ça fonctionne. Puis ça fonctionne bien, puis je suis conscient que dans la culture, il y a une image assez négative de ce que ça peut représenter de faire du pouce. On a consulté beaucoup de pousseurs d'expérience en montant le projet. Des gens qui ont fait le tour du monde sur le pouce, des amis qui se sont déplacés comme ça très souvent. Puis je me suis fié à leur expérience, puis ces personnes-là vont tous nous dire à un certain point que c'est vrai que c'est arrivé par moments qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Puis une mauvaise expérience, ça n'a jamais été une catastrophe. Mais oui, effectivement, c'est arrivé peut-être une fois, une ride qui était inconfortable. Mais il n'y a jamais eu une catastrophe. Il n'y a pas vraiment de réponse ultime à tout ça. C'est sûr qu'après ça, on arrivait toujours à la question de bon, c'est quoi les mécanismes de sécurité qu'on peut mettre en place. C'est là où l'outil technologique devenait toujours un peu au centre de la discussion. Puis c'est bon, quand est-ce que vous développez une application pour faire du suivi, l'authentification d'utilisateurs, formulaire de signalement s'il y a des enjeux. Ce qui est une option, puis quelque chose qu'on peut considérer pour la suite du projet, c'est vraiment quelque chose qui est venu souvent. Patricia pourra en parler plus que moi, mais elle a été rencontrer les gens de Mopico après ce pouce en France cet hiver. Puis ils les ont mis en place, ces mécanismes de sécurité-là. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas utilisés dans la plupart des cas. Oui, ça crée une perception de sécurité pour les usagers, mais après ça, l'infrastructure est mise en place, mais elle n'est pas vraiment utilisée. Mais je pense qu'il faut créer cette perception de sécurité-là, donc je serais quand même en faveur à ce que ces outils-là soient développés. Donc, pour ce qui est d'une potentielle prochaine phase de ce projet-là, mais c'est sûr que la mise en place d'une application, quelque chose de numérique pour assurer le suivi, la sécurité des usagers, moi je pense aussi que nous permettre de collecter des données et d'avoir un peu plus de certitude sur les temps d'embarquement selon les différents emplacements, selon les différentes périodes de la journée. Ça serait vraiment très intéressant à voir. Donc, c'est des choses qu'on entrera pour le futur. Merci. Oui. Moi, j'avais une question très pratico-pratique pour Louis-Philippe. Dans les initiatives au covoiturage à destination, tu as parlé de stationnement près de l'entrée. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour vérifier que les gens covoiturent vraiment? Qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que les gens ne trichent pas? C'est une super bonne question, en fait, puis on y pense depuis 20 ans. Mais en fait, il y a plusieurs réponses en fait, à ça. La réponse ultra technologique, c'est on met sur une application un tracker, puis on suit les gens, puis après on demande. Puis nous, on le fait pas. On a décidé, en fait, on y a réfléchi, en fait, à un moment donné, il y avait une entreprise en Norvège ou Suède, je ne me rappelle plus trop, qui faisait en fait des gestions, on s'était rapproché d'eux, on avait commencé à faire des tests et tout. Ça a été concluant, mais après, en fait, on s'est rendu compte que, surtout aujourd'hui, avec la montée en fait, de la protection des données, avec la protection en fait, aussi la sécurité des données, etc., que les gens ne veulent pas être suivis. Après, vous allez me dire, en fait, tout le monde a Google Maps, tout le monde a Facebook, tout le monde a un téléphone, donc ok, fine. Mais en même temps, en fait, de demander une énième fois, est-ce qu'on peut vous suivre, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que les gens ne veulent pas ça, en fait. Puis nos clients, en fait, les employeurs, quand souvent, en fait, ça arrive, en fait, qu'on doit signer
des documents en fait, pour garantir qu'on protège leurs données et tout ça. Si on devait faire ça, ça serait une autre ligne, il faudrait qu'on fasse d'autres manipulations, donc on a décidé de parler de ce côté-là. Par contre, il y a quand même des mécanismes. Ça va peut-être être une réponse un petit peu bateau, mais en même temps, en fait, 20 ans d'expérience montrent que c'est possible. C'est que le premier mécanisme en fait, sur lequel nous, on mise, c'est juste le contrôle social. Et puis, le contrôle social, en fait, on peut penser en fait, que les gens sont proches, puis qu'ils vont tricher, tout ça, et c'est vrai, mais c'est une minorité. Donc, c'est tout le temps une minorité en fait, de personnes, et puis ça se corrige, en fait. On est capable de trouver en fait, des manières de leur expliquer. On est capable, après, ensuite de ça, de trouver aussi des manières un petit peu plus coercitives, parce qu'il faut aussi les considérer pour les remettre sur le droit chemin, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on mise en fait beaucoup sur ça. Donc, je ne sais pas, dans une entreprise de 100 personnes, parce que tout le monde se connaît, on le sait en fait qu'un tel est arrivé qui n'est pas venu en covoiturage, puis après ça commence à s'ébruiter, puis les gens en parlent, puis puis à un moment donné, ah ouais, t'es pas venu, t'as droit à la subvention en plus. Donc, le contrôle social, il faut vraiment miser de ça, puis faire confiance aux gens, je pense que c'est vraiment important, surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, il faut faire confiance. Donc, première chose. La deuxième chose, puis ça c'est peut-être un peu comme une réponse semi-technologique, c'est au niveau en fait de la gestion du stationnement. Encore une fois, si notre incitatif principal c'est la place de stationnement, ben, il faut avoir par exemple des barrières de sécurité qui ouvrent, qui ferment, et une connexion en fait avec notre plateforme technologique. Pour faire en sorte que j'ai une équipe de covoiturage, si je rentre en fait avec une des voitures des membres de mon équipe, les autres voitures en fait qui font partie de notre équipe sont empêchées de rentrer. Donc ça permet en fait de pouvoir dire, il y en a une qui rentre, les autres s'ils viennent, ben, ils ne vont pas rentrer. Donc c'est une manière aussi de faire, mais ça implique des dépenses. Donc il faut que l'entreprise, encore une fois, comprenne que le covoiturage, c'est pas juste une plateforme technologique, c'est mettre en place en fait la communication, mettre en place en fait un système de gestion avec des barrières, tout ça. Mais c'est ce que j'allais dire tantôt que j'ai oublié, mais c'est qu'au lieu de mettre de l'argent, moi je dirais en fait, au lieu de mettre de l'argent dans des incitatifs financiers, mettez de l'argent en fait dans le contrôle au niveau du stationnement. Faites en sorte en fait d'avoir un règlement de stationnement, puis de faire en sorte de favoriser les personnes qui font du covoiturage au niveau de votre stationnement. Puis aujourd'hui, pas plus tard en fait qu'il y a un mois, on a mis en place en fait un nouveau client avec notre plateforme. Puis il y a, je pense, 71 équipes au total, ça représente 25% de l'entreprise. Puis c'est des équipes de 3 à 4 personnes, c'est pas juste 2 personnes, c'est 3 à 4 personnes qui font du covoiturage parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a 300 places de stationnement pour proche de 1000 personnes, ils n'ont juste pas le choix. Il faut qu'ils trouvent une solution, donc la solution c'est covoiturage, transport public, voiture individuelle aussi, mais voilà. Merci, je suis désolé, on n'avait peut-être pas prévu assez de temps au panel, mais je prendrais peut-être une dernière question s'il y en a une dans la salle. Non? Oh, oui, Pierre, c'est ça? Oui, merci. La question par exemple, je suis juste curieux de comment est-ce que les gens gèrent l'incertitude. Normalement, tu fais un aller-retour et comme tu fais du pouce, tu te rends en destination, mais si tu es pris à ta destination et tu ne trouves pas un retour, comment est-ce que, je sais pas, la confiance des gens, pas dans les gens, mais juste de dire ok, je vais pouvoir venir chez moi. On a rencontré plusieurs nœuds dans l'idéation du projet, là, ça c'en est quand même assez important, surtout selon l'heure de départ et l'heure de retour. Je pense que pour l'instant, dans le format où on l'a utilisé, en fait, ça dépend d'abord de c'est quoi les autres offres de transport qui est disponible dans la région. S'il y a seulement ça, puis moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait seulement du covoiturage spontané, vous en doutez. S'il y a seulement ça, effectivement, c'est assez difficile de se déplacer. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, nous, on le faisait en été aussi, les journées sont un peu plus longues. On encourage les gens à se déplacer quand il fait le soleil. Donc, d'avoir des déplacements, qu'on a plus de certitude sur à quel moment on repart. Si on est relativement à proximité de l'endroit où on peut être embarqué aussi. Chose intéressante quand même dans le formulaire, ce qu'on demandait comme question notamment, c'est est-ce que les gens sont prêts à faire un détour, ou déposer un petit peu plus loin que ce qui était prévu, faire un détour sur leur trajet. Je pense que dans 90% des cas, c'est le cas. Donc, souvent les gens faisaient le détour à ce moment-là à l'aller. Pour le retour, ce que ça implique, en fait, c'est que généralement, on est moins à proximité d'un endroit qui est très stratégique pour rentrer, puis c'est à ce moment-là qu'on va attendre un petit peu plus, ou il faut accepter le marché pour se rendre de covoiturage qui peut être à proximité. Parfait, merci. Vraiment, je pense pas que j'ai le temps pour te désolé, mais
continuer la discussion après. Je suis désolé de manquer une dernière question à poser. C'est bon, c'est pas grave. C'est que, il y aura d'autres occasions dans la journée aussi d'aller en parler et de leur poser d'autres questions. Donc, merci pour cette explication.